Alors, ladies and gentlemen, ce soir, nous allons voir comment on peut tout changer. On peut tout changer. Il va y avoir 3 scoops. On fait un petit jeu. Il va y avoir 3 scoops pendant le cours. Et c'est à vous, à la fin du cours, je demanderai qui a relevé les 3 scoops. C'est-à-dire 3 moments très forts. Oui? Alors, vous allez sentir. Vous allez sentir, enfin, vous devez sentir. On verra à la fin. OK. Premièrement, vous savez qu'il y a des mitzvot que l'on fait minatora, c'est la Torah qui les demande, et il y a des mitzvot qui sont instaurés par les rabbanan. Okay, les brachot que l'on fait chez Akol, etc., sur les tfilines, que ce soit les brachot pour profiter de quelque chose ou sur une mitzvah, elles sont instaurées par les rabbanan. Mais ça correspond à une mitzvah minatora. D'accord? Qui dit ça? C'est l'Agmara. L'Agmara brachot, elle nous dit que c'est une... Alors attention, pour que ce soit minatora, il faut trouver un mécor, une origine, un verset de la Torah qui dit de faire telle mitzvah. D'accord? Normalement, en toute logique. Et la Gemara nous dit, ça dépend. Non, ça dépend. Des fois, non. Si c'est une zvara, what is a zvara? Une zvara, c'est une logique. Sauver, c'est penser. Si c'est une logique, il n'y a pas besoin d'un verset de la Torah. Ce qui est logique, il n'y a pas besoin de penser de verset de la Torah, c'est minatora. D'accord? Ça, déjà, c'est un enseignement hyper important. Je le redis, mais c'est pas dans les scoops, hein. Je vous aide un petit peu au début. Je vous aide un petit peu. On est dans l'intro, là, de toute façon. On n'est pas encore dans le vif du sujet. Mais ce qui est une zvara qui est logique, une logique humaine, c'est minatora. Il n'y a pas besoin d'inverser. OK? Et donc, on nous dit que c'est pour ça que de faire des brachot sur les aliments ou les mitzvot, eh bien, c'est minatora deoraita, on dit en araméen. OK. Et du coup, la Gemara nous dit, attention, tout celui, asur, lo le adam, sheyane mina olam hazeh blo bracha. C'est interdit de profiter de ce monde-ci sans bracha. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire la bracha sur des choses où les rabbanan n'ont pas instauré de bracha. Par exemple, je ne vais pas le citer, mais un ami m'a dit, moi, quand je prends une douche, franchement, c'est peut-être fois meilleur qu'un bon repas, que boire un verre d'eau. Et sur un verre d'eau, je fais la bracha chez Akol. Donc sur une douche, je devrais dire la gdoucha, donc je devrais dire une bracha, d'accord? Ou quelqu'un, lui, ça va être de bronzer au soleil, oui? Donc Hacher qui déchanou, c'est aussi les bronzes au soleil, ok. Donc, non, là où ils ont instauré, là où ils n'ont pas instauré, ils n'ont pas instauré, ok. En tout cas, voilà, on nous dit qu'on ne peut pas, c'est assour. Alors quand on dit assour, en français on traduit par interdit, quand on dit moutar, permis, mais en hébreu, ça ne veut pas dire ça. Assour, on l'a déjà vu ensemble, ça veut dire enfermé. Matir, assourim, c'est les prisonniers, d'accord? Ça veut dire, quand c'est assour, ça veut dire que c'est pas, tu en profites pas, c'est dommage, tu profites pas vraiment de cette chose-là. Comme si c'était enfermé, inaccessible. Et quand c'est moutar, ça veut dire détacher, délier, rendre accessible. Donc ça veut dire que quand je prends un aliment et que je fais pas la bracha dessus, c'est assour, bon, donc il a transgressé un interdit en français, mais aussi ça veut dire que il va pas pleinement profiter de ça, c'est dommage, d'accord? Maintenant, la Gemara continue, elle dit, bon alors quel est le tikkun? Qu'est-ce qu'il peut faire pour réparer ça? Et la Gemara dit, pour réparer ça, eh bien il faut aller voir un chacham, un talmid chacham. Alors la Gemara elle demande, elle dit, il fait quoi le talmid chacham? Il va remonter le temps en arrière? J'ai mangé une pomme, j'ai pas fait Boré Périès, et elle me dit, va voir un chacham. Alors elle dit, non, va voir un chacham pour qu'il t'apprenne les brachot. La Torah, elle est gentille. Si on ne sait pas, on apprend. D'accord? Ça arrive à tout le monde, on ne savait pas. Maintenant on sait, eh ben on va et on apprend. Donc c'est quoi le tikkun? C'est d'aller apprendre. Maintenant, la Gemara pose une question. Vous connaissez tous le verset qui dit, Hashamaim, Shamaim, Lachem. Le ciel, il est à Hachem. Ok? Quand on dit le ciel, hein, c'est le monde spirituel, hein, c'est pas les nuages avec les hirondelles et tout ça. Ve'aretz Natan livne Adam. Et la terre, elle a été donnée aux Bnei Adam, aux hommes. Oui. Donc, a priori, Hachem, il a pris son secteur, et nous, la terre, elle est à nous. Donc si la terre, elle est à nous, pourquoi je devrais faire une bracha avant de manger un fruit? Le fruit, voilà, je l'ai acheté, il est à moi, la terre, elle est aux hommes. D'accord? Donc pourquoi il y a besoin de faire une bracha? Ça va un petit peu contre la logique. Nous, on a dit que c'est une logique. Comment, quoi, tu vas profiter du monde sans remercier Hachem, sans bénir Hachem? C'est pas possible. Donc, c'était une logique. Donc, on dit, si c'est une logique, c'est un précepte d'Oraita, de la Torah. Oui, mais d'un autre côté, il y a un verset de la Torah, de Tehillim, qui nous dit que la terre, elle est à l'homme. Donc, Hachem, il nous l'a donné, ça y est. Il nous l'a donné, c'est à nous. Pas besoin de faire la bracha. La Gemara répond, je pense que vous connaissez tous cette réponse-là. Non, avant la bracha, c'est pas à toi. Après la bracha, c'est à toi. Ça veut dire que c'est le fait de faire la bracha qui fait que Hachem me donne ce qui est sur terre.
Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec le fait est-ce que j'ai acheté la pomme ou je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné, on me l'a pas donné. Ici, évidemment, il ne faut pas voler une pomme, hein, ça c'est sûr. Il ne faut pas faire une bracha sur quelque chose de volé ou de pas cachère, ça c'est évident. Mais même si c'est ma pomme, oui, c'est marrant, ma pomme. Même si c'est mon orange, on va dire, même si c'est mon orange, oui, tant que j'ai pas fait la bracha, elle n'est pas vraiment à moi. Pour qu'elle soit complètement à moi, il faut que je fasse la bracha, maintenant elle est à moi. Comme ça dit la Gemara. Alors maintenant, la Gemara, elle veut comprendre le fond des choses. Elle veut comprendre le fond des choses, Rashi explique là-bas, il y a le Talmud, vous savez, le Talmud Bavli, la Gemara, mais aussi le Talmud Yerushalmi, c'est un autre Talmud, qui va donner deux explications qui paraissent très proches, c'est une différence très fine. Comment ça fonctionne, le fait qu'en faisant une bracha, je puisse acquérir le droit de manger cet aliment, par exemple? Qu'est-ce qui fait qu'en faisant la bracha, je peux acquérir? Alors il dit, soit c'est un système, alors ça va être un peu technique hein, ce que je vais dire, mais c'est pas grave, soit c'est un système de pidion. Pidion, c'est de rachat. Par exemple, vous savez qu'on rachète le premier-né, parce que les premiers-nés, ils appartenaient au temple. D'accord? Mais après la faute du veau d'or, ils ont perdu cette place-là, et donc chaque famille doit racheter son premier-né. D'accord? Donc ça c'est Pidion, Bechorot. On doit aussi racheter, par exemple, Keren Revae. C'est les fruits de la 4e année, quand on plante un arbre. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail aussi, quand on mélange dans une récolte de la vigne et tout, il faut aussi racheter. En tout cas, on voit que des fois, la Torah, elle nous demande de racheter quelque chose qui appartient à Hachem, plus spécifiquement. Mais d'habitude, ça se fait avec du geld, du monnaie, de l'argent, oui, comment on dit et là, mais là, non. En fait, on le rachète avec la bracha. C'est avec la bracha que je rachète cette chose-là qui ne m'appartient pas tant que je ne fais la bracha. Ça, c'est une explication. L'autre explication, c'est que, en fait, je vais faire la mitzvah de faire la bracha, et cette mitzvah-là va me faire acquérir l'aliment complètement pour pouvoir le manger. Mitzvah, c'est un sivouille, c'est un commandement, mais c'est aussi, ça s'écrit pas pareil, mais c'est la même prononciation, c'est aussi faire équipe. C'est-à-dire quand je m'associe à Hachem, quand je vais faire la bracha, on va expliquer après, comment je fais équipe avec Hachem quand je fais la bracha. Comment je fais équipe? Je fais une bracha, où est l'équipe? D'accord? C'est très prétentieux de dire, parce que j'ai fait shakol sur de l'eau, on est une équipe, hein, je fais équipe avec Hachem. Je veux dire, c'est sympathique. Donc, en tout cas, le Talmud nous donne ces deux explications. Soit c'est un rachat, comme avec de l'argent, mais avec la bracha, soit c'est de faire la mitzvah. Alors ça me fait acquérir complètement la chose, parce que maintenant je fais équipe je suis associé à Kadosh Baruch Hu. Super. On a fait une page, il y en a 11. Non mais c'était la plus longue. J'aime bien comme ça. Pour les nouveaux, ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, pour comprendre le sens de la bracha, pourquoi Hachem a instauré, alors il faut remonter, c'est quoi le but de la création? Le but de la création, c'est de grandir la présence divine. D'accord? Et Megadel Shem Shamaim. On dit le nom du ciel, à Kadosh Baruch Hu. Comment je peux grandir à Kadosh Baruch Hu? En me grandissant moi-même. Et en me reliant à Hachem. Quand je me relie à Hachem, eh ben je me grandis, puisque c'est la source de toute grandeur. Et donc du coup, par mon exemple, par mon comportement, je grandis à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire, dans le monde. Les gens, ils vont regarder, ils vont dire, waouh, t'as vu comment il se comporte celui-là? Donc, c'est un Yehudi, donc, c'est comme si des parents, par exemple, si je vois un enfant qui fait quelque chose de bien, je vais dire, il doit avoir des bons parents celui-là. Donc ça va grandir les parents quand un enfant, il se conduit bien. Quand nous, on se conduit bien, quand nous, on grandit, si on peut dire, alors forcément, ça grandit à Kadosh Baruch Hu dans le monde. Et comment un enfant, il grandit avec ses parents, en prenant le bon exemple de ses parents, se rapprochant de ses parents, se reliant à ses parents, en faisant équipe avec eux. Donc pareil, nous aussi, quand je me rapproche d'Hachem, je fais équipe avec lui, si on peut dire, alors ça me permet de grandir. Et nos sages nous disent que c'est pour ça qu'Hachem, il nous a fait comme il nous a fait, avec la physiologie qu'on a. On a déjà parlé de ça. Hachem aurait pu très bien faire deux options. Soit, comme les plantes qui sont là, ou les champignons, on irait puiser le carbone dans l'air, d'accord, ou dans la photosynthèse, et pas besoin de manger. Bon, juste boire un petit peu, comme ça, on prendrait de l'eau, c'est tout. Et le reste, on fait comme ça. Vas-y, prends une... Alors ce soir, je ne vous ai pas dit, mais le buffet, c'est... Voilà, on prend le carbone direct, d'accord? Pourquoi Hachem, c'est quand même compliqué cette histoire de se nourrir, il faut... on va rester vegan, il faut aller couper des végétaux. Welcome, rentrez dans le... Round train in the middle.
Voilà. Pourquoi Hachem a fait que l'on mange, que l'on boit, que l'on doit, comme ça, profiter de notre environnement végétal, animal, sauf pour les végétariens, welcome Noah. Donc pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça? Eh bien, c'est pour pouvoir faire les brachot, pour pouvoir se relier à Hachem, comme on vient de le dire, en faisant la bracha. Vous avez vu, c'est marrant, ça veut dire que c'est à l'envers. Nous, on croit que pour manger, il faut que je fasse la bracha. Mais non, c'est le contraire. C'est Hachem a fait que tu dois manger pour pouvoir faire la bracha. C'est le but. Le but, c'est la bracha. Autre option, allez, d'accord, Hachem, il fait qu'on mange, on boit, allez, d'accord. Mais il aurait pu faire qu'il n'y a pas de... Qui devine? Il n'y a pas de bouche, c'est compliqué. Allez-y, lancez-vous. Il n'y a pas de... Alors je refais. Hachem aurait pu faire qu'on a besoin de manger, qu'on a besoin de boire, pas de photosynthèse, comme on fait. Mais il aurait pu faire qu'on n'a pas de... Besoin. Non, si on doit manger ce qu'on a besoin, c'est qu'il n'y a pas de... C'est marrant, personne n'y pense. Ah, vous n'êtes pas des gourmands, vous, hein? De kiff, enfin! Il aurait pu faire qu'il n'y a pas de kiff. D'ailleurs, on a fait ce cours, David était là le matin, car le matin, on peut venir étudier aussi avec moi, avec plaisir, on étudie ensemble, au 24, à Hortora, là-bas, tous les matins. David, il est là tous les matins. Et publicité. et on avait un jeune homme, Ruben, pour ne pas le nommer, je n'ai pas dit son nom de famille, qui a eu le Covid très fort sur ce point-là pendant 1 an. Walou, il a perdu 6 kilos. Il m'a dit, je savais, en plus il est dentiste, donc il est médical, quoi. Il sait qu'il n'est pas plombier, quoi. Il sait qu'il faut manger. Ou informaticien, hein, je veux dire. Il sait qu'il faut manger. Mais il dit, j'arrivais plus, j'arrivais pas. Et même, c'est terrible. Vous pouvez pas, je sais pas si ça vous est arrivé, mais c'est terrible de pas avoir le goût et l'odorat aussi, il avait perdu. Et il a fallu même qu'il fasse de la rééducation et tout. Donc, nous, on s'est habitués comme ça. Il y a beaucoup de choses dans la vie, d'ailleurs, on s'est habitués. Et on croit que c'est normal. Je crois qu'il y a quelqu'un devant, il a un casque, donc c'est de la nourriture. On s'est habitué, mais en vérité, ça aurait pu qu'il n'y a pas de kiff. Et ça existe. Ça existe. Alors pourquoi Hachem, il a fait qu'on ait un kiff comme ça? Alors déjà, parce qu'il y a un challenge, parce que du coup, il faut se calmer sur la fourchette, d'accord? Et puis aussi, pour pouvoir... Parce qu'Hachem, il veut qu'on profite de ce monde. Il veut qu'on profite, mais il veut pas que le profit soit une fin en soi. Il veut que ce profit nous serve, ce plaisir, et tous les plaisirs de la vie, de ce monde-ci, il veut que ça nous serve à nous rapprocher de lui, à nous grandir, à se relier. Comment on se relie? En recanalisant ces choses-là vers lui, en faisant la bracha. D'accord? C'est ça le but. Autre point que développe Ravelbeu, comme on a dit tout à l'heure, c'est que nous, on s'est habitué. On s'est habitué à respirer, on n'y pense même pas, d'accord? Le livre que j'utilise très souvent, le Sifti Chaim de Rav Friedlander, il dit dans son livre à un moment qu'à la fin de sa vie, il a eu des gros problèmes de respiration pulmonaire sous oxygène et tout. Il a dit que quelque part, il était content d'avoir eu ça à la fin de sa vie, parce qu'il dit, j'aurais quitté ce monde sans réaliser le bonheur de respirer. Respirer comme ça, normalement. D'accord? Est-ce que vous vous levez le matin en état d'euphorie parce qu'on respire? Eh ben, il y a des gens, oui. Quand ils ont j'ai connu une personne qui était asthmatique à un niveau d'handicapé très fort. Eh ben, quand Baruch Hashem, c'est parti après, elle a été guérie. Eh ben, franchement, elle a dit, j'arrive pas à m'habituer au plaisir de pouvoir respirer comme ça normalement, à plein poumon. D'accord? Donc ça, le fait de respirer. D'ailleurs, les Chachamim, vous savez, dans Teilim, il y a un verset qui dit, Kol Neshama, que toute Neshama, elle doit louer Hachem. Et les Chachamim font un jeu de mots. Ils disent, au lieu de dire Kol Neshama, ils disent Kol Neshima. Neshima, c'est une respiration, un souffle, oui. À chaque respiration, on devrait avoir, comme ça, remercier Akadosh Baruch Hu. Voilà, j'ai entendu Fred qui a fait une grande respiration. Remercier Hachem. Alors, ils n'ont pas instauré de bracha sur la respiration, mais heureusement, parce que ce serait un peu compliqué. Bonjour, ça. Voilà. Voilà, mais c'est pour ça qu'il faut profiter des endroits où il y a la bracha, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas la bracha. Il dit aussi Ravelbeu que même sur Tfikat Alev, ça fait très technique comme ça fait pro, Tfikat Alev, enfin c'est les battements du cœur, d'accord? Donc sur tous les battements du cœur, là aussi on devrait remercier Hachem quand notre cœur il bat normalement. Et là aussi, j'ai connu un jeune homme qui a un pacemaker, d'accord, et qui a été en chaise roulante pendant longtemps. Et pourquoi? Parce que son cœur ne battait pas comme il faut. Donc nous, Baruch Hashem, on a ce bonheur-là que diastole, systole, bam, 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 ouais. Et ça devrait être il faut réaliser chaque mouvement, quand on peut bouger comme ça, oui, bam, bam, parce qu'on fait la boxe avec Hillel. Chaque mouvement qu'on peut faire,
Eh bien aussi, il y a des personnes, hélas, bon, je vais pas vous mettre trop la rasera, mais j'ai un ami aussi qui a eu la maladie de Charcot, et donc petit à petit, il ne pouvait plus bouger. D'accord? Et il est niftar d'ailleurs, la shalom. Et donc, petit à petit, c'est un grand sportif. Les trois que j'ai cités, c'est des sportifs. Il faut remercier Hachem sur toutes ces choses-là. Alors, Hachem, les Chachamim nous ont donné l'occasion de le faire dans les brachot, quand on fait les brachot quand c'est prévu à cette occasion-là. Et là, il nous dit, le Rav Velbeu, il nous dit, si, je vous le fais d'abord en hébreu. Ah, ça c'est un indice. Je vous fais d'abord en hébreu. Imayenu bin bonen. Ah là là, il faut que je le fasse bien quand même. Je couperai là. Imayenu mit bonenim bezman shemevachim bracha. Si on réfléchissait, si on réalisait au moment où on fait une bracha, chez Akadosh Baruch ou chez Noten lanu et kol ayofi chez Yash Baolam, que c'est Hachem qui nous donne toutes ces belles choses, tout ce qui est agréable dans le monde et qu'il n'y a rien d'automatique. D'accord? Ayenu offrim les kedushé Elion. On deviendrait des grands kedoshim, on deviendrait des Baba Saleh, des Rav Steinman, on deviendrait des très grands. Alors attention, hein, qui dit ça? C'est Rav Velbeu Zatzal qui dit ça imaginez à des barbus comme ça avec des chapeaux, des gens qui étudient toute la journée dans sa yeshiva ou dans son collège. Et il leur dit parce que ça touche tout le monde, l'habitude, on est là. Des fois, bon, je sais pas si je laisserai ça en ligne et tout, mais vous pouvez vous amuser. C'est toujours intéressant ça, de faire des observations. C'est mon petit côté scientifique. En fait, vous voyez, vous allez à un endroit où il y a des rabbinim et tout, genre un mariage, etc. et tout. Bon, ils vont faire motzi, donc il n'y aura pas beaucoup de brachot, mais s'ils font pas motzi, c'est encore mieux. Et vous regardez comment ils font les brachot, discrètement comme ça. Et vous regardez, est-ce qu'ils vont de là, ou est-ce qu'ils font comme ça? Et vous regardez, vous allez voir que, hélas, ça l'habitude touche tout le monde. On est là, machinalement, on pense à rien. On est en train même de parler, alors c'est pas, tac, d'accord, on avale la bracha avec l'aliment, oui. Comme, pareil, bon, après, c'est le même sujet, pareil à la tfila, on fait plus attention au kaddish, amen, s'il disait 3 carottes, 4 pommes de terre, amen. On n'écoute pas ce qu'il dit, on pense pas aux mots, d'accord? C'est dur de se concentrer et tout, mais, donc, voilà, encore une fois, il dit Rav Velbeu, si, c'est vraiment une clé ici. C'est une clé parce qu'en fait, ça ponctue notre journée. Vous savez, il y a quelqu'un, genre, c'est un ange. C'est l'ange de Esav. Quand l'ange de Esav, il s'est battu avec Yaakov, il a dit, libère-moi, parce que je dois faire la shira. Je dois aller faire un chant. C'est pareil, une bracha, c'est comme un chant, une reconnaissance d'Hachem. D'accord? On dit, Baruch ata Hachem, tu es la source de la bracha. La bracha, c'est la profusion, c'est le flux. Tu es la source de la bracha. Melech haolam, roi du monde, voilà, c'est vraiment une louange à Hachem. Il dit, et cet ange-là, il a dit, je dois aller faire ma louange à Hachem. Donc, libère-moi. Et Yaakov, il le retenait. Et là-bas, nos sages nous disent qu'il y a des anges qui font des louanges tous les jours, toutes les heures, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et lui, c'était une fois dans son existence et c'était là. D'accord? Et là-bas, dans un certain sefer dont j'ai oublié le nom, il dit, nous, on peut faire plein de fois par jour. Plein de fois par jour, dans la tfila, dans les brachot, on peut faire cette reconnaissance, cette louange à Hachem. C'est extraordinaire. En plus, on le tutoie. J'avais assisté à un cours d'un curé, ouais, je ne blague pas, je suis très sérieux. J'avais assisté à un cours d'un curé dans ma jeunesse où j'étais pas encore trop dans le move, ouais. Et ça m'avait frappé parce que, bon, c'est un curé assez spécial, allez, je vous fais une parenthèse. C'est un curé qui, dans son église, n'avait aucun JC, d'accord? Pas de statut. Il avait une grosse menorah. D'accord? Non, c'est un curé catholique. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était dans la zone sud, là, la zone libre, voilà, avec un groupe de résistants. Et lui, il était avec infirmier. Il était avec le service de santé et c'était tous des juifs. Et donc il s'est beaucoup lié d'amitié, il a beaucoup discuté avec eux. Du coup, il est resté dans sa religion, mais ces cours-là, c'était un peu assez inspiré, quoi. Voilà. Et donc, dans ce cours-là, tout le cours, c'était sur la chose incroyable qu'on tutoie Hachem. D'accord? Baruch ata. Je veux dire, on dit tu à Hachem. Ouais. Du coup, j'ai perdu le fil avec l'histoire. Oui, voilà. Et nous, on a cette chance que plein de fois par jour, on peut louer Akadosh Baruch Hu. On peut se relier à Hachem en se reliant, en canalisant tous les plaisirs de ce monde, qui sont essentiellement la nourriture et tout ce qu'on absorbe. Eh bien, on va se relier à Akadosh Baruch Hu en faisant la bracha. Ça, voilà, ça c'est le deuxième point. Troisième point, il y a un verset aussi dans Tehillim, très étonnant.
Verset très étonnant. On dirait presque une blague. Oui. Il dit Ta'amu veraou kitov Hashem. Ta'amu, ta'am c'est le goût. Goûtez et vous verrez qu'Hachem est bon. C'est marrant. Genre, goûtez, j'ai pas inventé, hein, c'est un verset. Hein. Vous vérifiez, c'est le verset c'est le Télim 34, verset 9. Goûtez et vous verrez, d'accord. Alors ici, Rav Elbeu, il dit c'est quoi? Il dit, regardez, incroyable. Il dit comme ça, il dit qu'une personne, quand elle va justement avoir ce plaisir de la nourriture, entre autres, oui, eh ben, il peut réaliser combien Hachem est bon. Car, comme on a dit, c'est pas automatique. Hachem aurait pu nous créer sans le besoin de manger et sans le plaisir de la nourriture et tous les autres plaisirs, évidemment. Parce que ça, en fait, il va servir si vous voulez, de représentant de tous les plaisirs, celui de fait de manger. D'ailleurs, on compare aussi même le mariage au pain, on compare la femme au pain, et on compare au fait de manger, etc. Donc, tous les plaisirs sont reliés au fait de manger. Ranger les téléphones. Alors, sauf ceux qui prennent des notes hein, sur les téléphones. Et là, le Magen Avraham. Alors, le Magen Avraham, c'est un très grand possèque, un grand rave du XVIIe siècle. Il s'appelait Rabbi Avraham Abeli Gombiner. Gombin, je sais pas comment on dit, c'est un village de la Pologne russe, du XVIIe siècle là-bas. Et lui, c'était un enfant très chétif. C'est une très belle histoire d'ailleurs, parce que sa maman, elle a beaucoup, parce qu'elle elle avait peur pour lui, elle avait peur pour sa santé, il était très fragile, très chétif. Et elle allait tous les matins à la synagogue, les femmes, surtout à l'époque, on n'allait pas spécialement, mais elle allait tous les matins et elle priait Hachem. Et elle disait, Hachem, je suis désolé, je peux pas rester longtemps à prier parce qu'il faut que j'aille préparer le petit déjeuner de mon Avramele. Avramele, c'est en yiddish, mon petit Avram, voilà. Et donc, lui, il a écrit un commentaire sur Orach Chaim, sur les lois du Shulchan Aruch quotidiennes. Et là-bas, il dit comme ça. Il dit, et c'est quelque chose de très important, je vous le fais en hébreu. Il dit comme ça, il dit, Im birkata al kol davar keilu ata mekayem kol hamizvot. Si tu fais la bracha sur toute chose, où il faut faire la bracha, c'est comme si tu avais accompli toutes les mitzvot. Waouh, c'est chaud, d'accord? Ça montre l'importance des brachot, Il y avait, j'avais pas prévu de dire ça, mais ça m'y fait penser, vous avez tous et toutes remarqué que souvent, quand on veut élever une âme, les nishmat, ou la refoua shelema de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On offre des aliments, des viennoiseries, des trucs, avec les nishmat ou pour la refoua shelema. D'accord? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on dit pas, allez, je vais mettre les tefilines pour la refoua shelema? On fait aussi la frachat aussi, pour ça, c'est plus pour avoir des enfants, le mariage plutôt. Mais pourquoi c'est cette mitzvah qui, au demeurant, des fois on mange le croissant, on oublie tout le reste, oui. Pourquoi c'est cette mitzvah-là qui a été choisie pour welcome? Pourquoi c'est cette mitzvah-là? Pourquoi je fais ça? Parce que je veux pas qu'on se gêne d'arriver en retard. C'est pour ça que je fais toujours un accueil de ouf. Après on a dit, mais moi évitez quand même parce que j'essaie de rentrer discrètement. Pourquoi on a choisi cette mitzvah-là? C'est une longue histoire. Je vais la faire très courte. On a presque fini, ne vous inquiétez pas. Il reste que 6 pages. non, mais après, il n'y a pas beaucoup. Il y a ce qui s'appelle kfitsatia, je ne sais plus comment on dit, taper dans la main. Bon, je le fais très très vite. Il y a un principe comme ça, que si 2 personnes étaient très proches, très comme 2 frères ou comme 2 sœurs, hein, et qu'ils ont été toujours, ils ont toujours respecté leurs paroles. Oui. Alors, il y a un principe que, bon, je ne sais pas si ça se fait encore, mais ça se faisait avant. Il y a un principe que on peut, quand on avance un peu en âge, oui, eh bien faire comme ça, une espèce de serment, se taper dans la main, et de dire que le premier, c'est très gai, vous allez voir, que le premier qui va passer à trépas, le premier qui va quitter ce monde, aura le droit de revenir, en rêve en général, pour dire une clé à celui qui est resté là. D'accord? Voilà. Il y a par exemple une fois, et il y avait comme ça la femme du Gaon de Vilna, elle était amie avec une autre femme, et toute leur vie, elles ont été très proches, et elles respectaient leurs paroles, etc. Donc elles ont fait ça. Et ensuite, eh bien, effectivement, il y en a une qui est partie avant, et qui est venue amener une clé à celle d'après. Je vous dirai ensuite, je laisse le suspense. Ceux qui me demanderont, je dirai c'était quoi la clé. Ah non, parce que c'est trop long. Il faut que je vous raconte une histoire entière pour le... Tu viendras. En tout cas, il y a même un livre où ils ont mis tous les secrets, toutes les clés. Il y a un livre qui ramène. Et en fait, très, très, très souvent, la clé, une des clés les plus fréquentes qui a été transmise comme ça, c'est que Hachem, pour lui,
les brachot qu'on fait sur les aliments, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que c'était la clé, que quand la personne revenait en rêve, il a dit, sache que quand tu fais une bracha, ça donne, tu peux pas imaginer ce que ça fait. D'accord? Comment? C'est la chose qui revient le plus souvent. Parce que les clés, après, il y a des clés qui reviennent, hein. Forcément, c'est pas à chaque fois une nouvelle clé. Mais c'est, comment? Peut-être, c'est possible. Voilà, on voit une scientifique, c'est normal. C'est possible. Alors, on a presque fini. On a presque fini. Alors maintenant, la Gemara, elle nous dit que si quelqu'un ne fait pas la bracha, alors, tout à l'heure on a vu l'aspect interdit, on a dit c'est assourd, ok, c'est assourd, c'est-à-dire qu'on ne profite pas, d'accord? Mais il y a un autre aspect, c'est que c'est marqué qu'il vole, c'est du vol, et il vole qui? Hachem. Alors Rashi il dit, comment tu voles Hachem? Parce que tu lui voles la bracha qu'il attendait de toi, et aussi il vole le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand on fait les brachot, en fait, on met la bracha dans le monde. Les brachot, l'état de santé socio-économique du monde, d'accord, la qualité des fruits, des récoltes, etc., de la météo, etc., dépend de combien on ramène ça à Kadosh Baruch Hu, combien on se relie à Hachem par ça en faisant les brachot. Donc bracha, on traduit en français bénédiction. Les bénédictions, béni, je sais pas c'est quoi, mais béni c'est mon fils, béni. Mais en hébreu. Mais béni, en fait, en hébreu, ça veut dire profusion. D'accord? Multiplication. Profusion. La bracha, c'est profusion. Donc quand on fait une bracha, on met la profusion dans le monde. Tu reconnais ça, hein? C'est un petit peu comme les enfants, si vous voulez. C'est une blague, mais c'est pas, c'est une demi-blague. C'est une blague, mais elle est vraie. C'est-à-dire qu'un enfant, quand tu lui donnes un bonbon, tu as un paquet de bonbons dans la main, tu lui donnes un bonbon, il te dit merci, tu as envie de lui redonner un autre. Oui. S'il te dit encore, t'as pas trop envie. Voilà. Donc c'est un peu, voilà. Donc ça c'est l'aspect, on va dire, planétaire de la bracha. Le fait qu'une bracha, c'est pas juste pour moi. C'est pas juste moi, je fais une bracha, et bon voilà, ça y est, je sais, voilà, c'est marqué à Torah de faire une bracha, allez, je veux manger, je fais une bracha, comme ça je peux manger. Non. Je suis en train d'apporter à l'univers quelque chose. Et si je ne le fais pas, je vole l'univers. Je vole les gens. D'accord? Parce que il y a une très belle histoire. Ah, on fait une deuxième pause. Alors l'histoire, donc le Rav, il est venu, et il a vu la petite fille. Elle faisait pas la bracha sur un gâteau. D'accord? Et son père, il allait être un peu trop brutal, si on peut dire. C'est pas bien ça, hein? C'est pas bien. Moi, j'ai connu une jeune fille où son père, il lui donnait des coups quand elle faisait pas la bracha. Jamais faire ça, hein, c'est pas bien du tout. Et donc, elle est un peu pas prochaine, mais après, elle est revenue. Elle est revenue. Mais ça l'a fait un peu dérailler. En tout cas, et le Rav, il lui a dit, regarde, je vais te montrer comment on fait. Il a pris la petite fille, il dit, je vais te raconter une histoire. Alors, je vais la faire vite, hein, vous avez compris que ça pourrait durer un moment. Je vais te raconter l'histoire d'un grain de blé. Il y avait un grain de blé. Il y avait un grain de blé qui a été semé. Vous savez qu'on sème le blé avant l'hiver. D'accord? C'est comme ça que ça va ici. Allez à la ferme de Paris, il vous explique là-bas. Donc on le sème. Alors il était dans un sac et on l'a semé. Bon, je fais vite. On l'a semé, le semeur il a semé. Et il s'est dit, j'espère que je vais tomber. Alors imaginez, vous êtes dans la peau du petit grain de blé. Il dit, j'espère que je vais tomber bien dans le sillon. Parce qu'il y en a qui tombent à côté et bingo, les oiseaux ils viennent, ils les mangent. Et c'est fini. D'accord? Voilà, je vois. On s'est dit, oh non, le pauvre. Donnez des mouchoirs. Et donc, le grain de blé dit, j'espère, il voit le semeur, il est là, il est bas dans la main, il dit, j'espère, il part dans l'air et tout, il est tombé au fond du sillon, bien. Après, ça se rebouche. Et là, la guerre commence. Les vers de terre arrivent. Et tout, ils arrivent, les tops, etc. Et ça se fait manger à droite, à gauche et tout. Et le grain de blé dit, j'espère, moi, on va pas me manger et tout. Et il passe comme ça tout l'hiver, dans l'angoisse, oui. Ouais, c'est angoissant. Et enfin, au printemps, le printemps arrive. Le printemps arrive, problème, il faut qu'il pleuve, d'accord? Et là c'est sec, et il y en a qui sont en train de se déshydrater. Et puis finalement il pleut, mais les gouttes elles tombent là-bas, il n'y a pas ici. Et puis finalement, chou, il reçoit une goutte, ouf. Et donc il commence à germer, ça y est, je suis sur la bonne route, je vais germer, il commence à germer, il sort. Et il faut sortir, mais il y a un caillou, il y en a à côté de lui, là, coincé par un caillou, foutu, c'est fini. Et lui il réussit à passer, il passe, et à un moment, il sort du sol, il voit le soleil et tout. Voilà, mais il y a des randonneurs qui marchent dans le champ et ils écrasent comme ça des petites pousses de blé et tout. Et après, il y a un sanglier qui passe et il aboure le truc. Et lui, il passait juste à côté et tout. Voilà. Bon, je vais la faire, je vais l'accélérer. Elle a fait dans le après. Alors après, ça continue, ça pousse, il faut pas qu'il y ait la grêle, il faut pas qu'il y ait la tempête. Après, il faut que ce soit dans la machine, mais dans la machine, il y en a que ça gire partout, ça tombe par terre. Il faut que ça aille dans la benne. Après, dans la benne, il faut que ça aille dans le moulin, mais dans le moulin, ça
part dans le truc, il faut que ça reste dans le machin, après il y a la farine, mais après il y a les souris qui arrivent, qui mangent la farine, et après il y a l'eau qui arrive, la moisissure, le truc, bah, et finalement ça passe, bon ok, le petit grain il passe, et il arrive enfin chez le boulanger. Chez le boulanger, il y en a, vas-y. Et chez le boulanger, là, il pétrit, mais il y en a que ça part à côté, puis il s'essuie sur lui, la farine, elle est partie et tout. Et là, ouf, lui, sa farine, elle est passée dans le petit gâteau et tout. Après, il met dans le four, mais il y a des gâteaux qui sont cramés, alors on les jette. Et il y en a qui sont, c'est trop cru, alors c'est pas bon. Il y en a, et lui, il est dans le bon gâteau. Et après, le monsieur, il met dans les paquets de gâteaux, mais après, les paquets de gâteaux vont au magasin. Le magasin, il y a encore des souris qui arrivent et tout, Et finalement, le petit gars, bon, et lui, il est là, dans le bon paquet de gâteaux qui a pas été mangé. Et il arrive là, et tu vois, il est dans ce paquet de gâteaux. Il est dans ce paquet de gâteaux, là, devant toi. Et il est là, il dit, j'espère qu'on va faire une bracha sur moi. Et toi, tu manges le gâteau et tu fais pas de bracha. Avec tout ça. Je dis, la vodka, il n'y a que ça de vrai. Alors en fait, depuis quelques temps, je me fais un biberon spécial, vous voyez. Voilà, c'est l'histoire du grain de blé, voilà. Alors, on revient. Alors, comme vous savez, le roi David a instauré 100 brachot. Je sais que vous êtes pressés de faire une bracha sur la pizza, sur le sushi, alors on finit vite. Et 100 brachot par jour. Alors ça compte, les brachot de l'amida, les brachot du matin, les brachot après les toilettes, les brachot sur les tefilines, tout compte. Mais 100, faut quand même y aller, hein. Faut envoyer là, faut envoyer du lourd. Mais 100 brachot, mais à brachot, c'est toute une histoire, on va pas développer, mais il y a eu une épidémie à un moment, suite à une faute du roi David lui-même, à son niveau, et du coup, pour stopper cette épidémie, il fallait faire des brachot. Encore on voit le lien bracha et bracha dans le monde, que la bracha, ça stoppe les choses mauvaises qu'il y a dans le monde. Et là, regardez ce qu'il dit Rav Elbeu, je vous le dis d'abord en hébreu, indice. il dit, Imayenu mechuvanim etev bechol abrachot. Si on faisait vraiment la kavana, on l'a déjà dit ce genre de phrase, mais il va dire autre chose à la fin. Si on faisait vraiment les kavanot, les intentions qu'il faut dans les brachot, alors on pourrait arriver peut-être même à Ruach HaKodesh. À Ruach HaKodesh. Si quelqu'un il faisait comme ça, et là il dit ça, il dit ça à des gens qui sont très religieux, oui. Et il leur dit, vous pourriez arriver à Ruach HaKodesh. Lui il avait Ruach HaKodesh, d'accord. Il dit, vous pourrez arriver à Ruach HaKodesh par les brachot, en mettant la kavana dans les brachot. On voit que c'est pas une blague. Pour terminer, voilà, je finis, je vais résumer là, parce qu'il reste 4 pages, on va résumer. On va résumer à fond la caisse. Voilà. On va compiler un peu. La bracha que l'on fait après les toilettes. Voilà, Asher Yatzar, c'est une bracha, il y a des livres entiers dessus. Je vous conseille d'essayer de trouver sur YouTube des cours sur cette bracha, parce que c'est une bracha énorme. C'est connu que c'est une ségoula pour avoir la refoua, la guérison, donc on l'a fait souvent en pensant à des gens qui ont besoin de guérison, et il y en a beaucoup. Et dans cette bracha, juste quelques petits points, parce que si on peut écrire des livres entiers, on pourrait passer la nuit, c'est que dans cette bracha, on dit qu'on parle du kissé à kavod. On parle du trône céleste. C'est la seule bracha où on parle du trône céleste. Et là-bas, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Yevchar la mode lefanecha, que si Hachem, il ne gérait pas les tuyaux, les trous, etc. qu'il y a dans l'être humain, alors que ça s'ouvre pas quand il faut que ça s'ouvre et que ça se ferme pas quand il faut que ça se ferme, alors on pourrait pas tenir devant toi. Et il dit dans cette bracha, en fait, les Chachamim, les sages, ils ont mis tout le but d'un être sur terre, c'est de pouvoir se tenir devant Hachem. Voilà, un petit point comme ça sympathique. Et à la fin de la bracha, on dit Umafli la sot. On dit qu'Hachem, il a fait des merveilles. Alors on avait déjà fait ensemble un cours où il y avait une explication qui disait c'est quoi la merveille? C'est d'avoir uni un corps et une âme, deux choses qui sont normalement antagonistes, le spirituel et le matériel, et pas genre que c'est une soupe ou une salade de fruits, mais que c'est devenu une nouvelle création comme une fusion, d'accord, qui est l'être humain, qui est créé de corps et de l'âme. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ici, il donne une autre explication, c'est que on va avoir cette espèce de gros ramassis de amas de chair, de sang, de nerfs, de muscles, etc. Eh bien, va avoir l'intelligence. On va avoir ce membre extraordinaire qui est le cerveau, qui va nous permettre de penser et de canaliser, comme on a dit, tous les plaisirs de ce monde vers le service d'Akadosh Baruch Hu. En passant,
il dit qu'il faut réfléchir à la digestion. Oh, Samuel! Il faut réfléchir à la digestion. Moi, c'était mon métier. J'étudiais ce que s'appelle le métabolisme des médicaments, la digestion des médicaments. C'est infini, c'est infini. C'est-à-dire, vous passez des années d'études, de trucs, les enzymes, les intestins, le foie, la vésicule biliaire, les trucs, les liquides, la fatigue, le sang, le machin, le truc, les séparateurs, les mitochondries, les trucs, ces trucs, voilà. Donc, on a une vétérinaire ici qui connaît ça aussi. Elle est en train d'étudier la digestion des poissons. Donc, voilà. C'est pas une blague, hein. En vérité, très vite comme ça, parce que là vraiment j'abuse, très vite comme ça, nous, on a là, chacun d'entre nous, on est une usine. Que dis-je? On est une ville entière d'usines. Que dis-je? Un pays entier d'usines. C'est-à-dire, il y a un monde entier d'usines là-dedans. Chaque cellule, c'est une usine. Il y en a des milliards, d'accord? Tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, pour terminer, vraiment pour terminer, il dit que de nos jours, c'est encore plus difficile. Et c'est encore plus difficile pour nos enfants. Que pour nous, c'est encore plus difficile. Ah, j'ai pas dit. Suspense. Et c'est encore plus difficile pour nos enfants, d'accord? Pour vous, déjà, c'est plus difficile que pour moi. Et pour vos enfants, c'est encore plus difficile. Mais bien sûr, vous allez y arriver. C'est d'arriver à voir le monde avec toute le fait qu'Hachem gère chaque chose, qu'il n'y a rien d'automatique. Il n'y a pas maman nature et papa aux vanilles qui gèrent le monde. Il n'y a personne. D'accord? Il n'y a personne. On dit, ouais, les plantes, comment elles germent tous au printemps? Ben oui, parce qu'il y a les hormones des plantes. Oui, les hormones des plantes, c'est des molécules, et l'ADN qui gère tout l'être humain, c'est 4 molécules, et ça vous fait un bonhomme ou une bonne femme. C'est vraiment joli. Bonhomme, c'est plus joli, quoi. Ça vous fait un être comme ça, ou ça vous fait un éléphant, tout ça avec un ADN, avec 4 molécules qui se combinent. Je veux dire, c'est un truc de malade. Ils ont quoi? Ils ont un Apple, là, les molécules, là, pour faire gérer leur truc. Comment tu sais comment? Et justement, vous avez dit, j'ai dit le mot Apple. Pourquoi c'est beaucoup plus difficile maintenant? Parce que justement, la technologie, mais ça c'était marqué dans le Zohar déjà il y a 2000 ans, qu'Hachem il allait ouvrir le ciel et déverser des connaissances, nous donner entre guillemets des cannes quelque part, hein, des béquilles façon de parler, puisque l'intelligence a baissé, donc on s'assiste avec des machines. Mais c'est Hachem qui permet que ces choses-là fonctionnent, parce que ça aussi c'est incroyable comment ça fonctionne, les ordinateurs, les microprocesseurs, c'est incroyable. Et donc les gens ils ont de plus en plus une perception du monde comme un ordinateur ultra perfectionné finalement. D'accord? Avant, ils n'avaient pas ça. Avant, c'est plus facile de voir la grandeur de la nature, de voir la grandeur de la Bria. Parce qu'il n'y avait rien de comparable fabriqué par l'homme. Mais maintenant qu'on commence à avoir des téléphones iPhone, Daniel, des ordinateurs Apple, sponsorisation. Samsung aussi, c'est bien. Voilà. Maintenant qu'on a tout ça, et l'intelligence artificielle et tout, on se dit, voilà, peut-être que le monde aussi, c'est comme ça tourne, quoi. Ça tourne avec un microprocesseur, et puis voilà, ça s'est fait avec l'évolution, et patati patata. Donc, c'est encore plus dur pour nous de réaliser que tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le gère minute par minute, seconde par seconde, millimètre par millimètre, angstrom par angstrom. Et ça, on peut le faire justement à chaque fois en se concentrant sur les brachot, en étudiant les brachot et en dirigeant tous les plaisirs de ce monde vers la reconnaissance et le lien qu'on a avec Akadosh Baruch mercredi, là, donc là, va être vraiment... Alors ça, c'est mon gâteau préféré. C'est celui que j'allais acheter tous les mercredis quand j'allais au Talmud Torah à Bordeaux après 2 heures de bus. Et que j'avais le droit de m'acheter. Donc il avait le goût, voyez. C'est encore ce que c'est du blanc, c'est ça? Ouais. Oh là là. Waouh. Alors là, c'est pas que... Après, il y a un bonbon. Je savais pas que...
C'est l'accessoire. Ça va sous l'eau. Oh là là, c'est va sous l'eau. Demain, je suis obligé d'aller.